bit of the bubbly. That's undisputed. I'm better than you, and you know it. And we are NXT. War Games. Salut les marques et salut les smarts, salut peuple de catch-up, bienvenue dans votre podcast qui suinte, qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau et du slip. Chaque semaine, nous passons au crible des chroniqueurs de la team catch-up, les shows de la WWE, mais pas que. Aujourd'hui, on est là pour la baston du mercredi. Alors préparez la trousse à la pharmacie parce que c'est la bagarre entre la AEW et la NXT. Si vous connaissez le concept, vous savez que les chroniqueurs, durant cette baston, à la fin, donnent leur vote pour le meilleur show du mercredi soir. Nous tenons quelques petits chiffres, quelques petits ratings pour nos auditeurs. Sachez qu'à l'heure actuelle, nous en sommes à 8 victoires. 8 victoires pour la AEW, 7 victoires pour la NXT et 3 matchs nuls. Dans cette saison 2, nous en sommes actuellement à un match nul puisque nous sommes à une victoire pour NXT, une victoire pour la AEW grâce à Raphaël Hier, je tiens à le signaler, qui faisait partie de la dernière édition de la baston du mercredi. Vous êtes dans la nouvelle édition de la baston du mercredi, hashtag 19. Je suis votre dinosaure masqué. Que dis-je ? Je suis votre Luchasaurus des podcasts. Je suis votre tonton Chris. Et pour m'accompagner, pour analyser, pour encenser, ou pour mettre en PLS les shows de la NXT et de la AEW, j'ai l'indestructible Papy. Salut Papy. Bonjour les petits enfants, bonjour tonton, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va. Je sens que les fans d'NXT et les fans de l'AEW ont de la sueur qui coule le long de leur nuque en se disant ça y est, le papier là, il va tout défoncer encore une fois. Alors ça, c'est ce qu'on va voir, parce qu'effectivement, on a un gros sommaire pour cette émission. Ne lâchez rien, peuple de catch-up. NXT, on va commencer avec NXT qui a donc perdu la dernière baston du mercredi. Donc on donne toujours l'ouverture pour le perdant de la dernière édition. Sommaire, NXT, ensuite AEW Dynamite, et ensuite mon papy, si tu es encore il te reste encore un peu de sève dans tes veines, eh bien écoute, on se fera une petite section prono Revolution qui se déroule dimanche 7 mars. Qu'est-ce que t'en penses ? Ah oui, avec grand plaisir. C'est parfait. Eh bien écoutez mes amis, installez-vous bien. On est parti. On va commencer avec NXT. Alors NXT, c'est le 445e du nom. Ça se passe toujours à Orlando, en Floride, USA, au Capitol Wrestling Center, l'ex WWE Performance Center, enfin ex, pas si ex que ça finalement, parce qu'il reste, c'est comme ça que l'appellent quasiment tous les mecs. Au commentaire, on a la triplette habituelle, Beth Phoenix, Vic Joseph et Wade Barrett. Et on attaque directement dans le vif du sujet à NXT, puisqu'on va attaquer avec un match. On va avoir un match de tag team avec les champions, Danny Burch, Oney Lorcan, qui vont affronter Timothy Thatcher et Tommaso Ciampa. Un peu match d'opener pour un NXT un petit peu tranquillou, parce que 9 petites minutes 46, quoi. Alors, beaucoup d'animosité entre ces deux équipes. Ça se bastonne sévère depuis un moment, depuis le Dusty Rhodes Classic. Ils n'en peuvent plus de s'en mettre et s'en mettre encore. Que dire ? J'ai trouvé que c'était finalement assez classique de la part, en particulier des deux champions, qui restent dans un espèce de moveset un peu routinier, je trouve. Après, Ciampa et Thatcher sont tous les deux en mode je suis super archi vénère, archi agressif. Donc ça tabasse dans tous les sens, mais ça va pas suffire pour Thatcher et Ciampa qui vont se faire choper par le Burch et le Lorcan, qui vont se faire 1, 2, 3, pinés par les champions. Mon papy, première victoire, on attaque tambour battant avec la Tag Team Division de NXT. Oui, alors j'ai une petite précision peut-être pour nos auditeurs et pour moi aussi, parce que du coup, c'est vrai que j'avais un peu raté les dernières semaines de l'AEW et de NXT. Normalement, les champions, ils auraient dû affronter les vainqueurs du Dusty Rhodes Classic. Pourquoi ils les affrontaient pas ? Ouais. À un moment, ils l'ont dit, j'ai pas capté, j'ai pas fait attention. Ouais, je t'avoue que j'ai pas percuté non plus, j'ai pas. Il n'y en aura pas un des gars qui serait blessé ou une connerie comme ça ? Ouais, c'est certainement quelque chose dans ce genre, ouais. D'accord. Bon, et Et sinon, voilà, on commence d'entrer cette baston, mon papy, en faisant appel au fact-checking du peuple. voilà, aidez-nous. Help! Help, we need help, we are all people. Ce match, qu'est-ce que t'en as pensé déjà?
Ouais, alors déjà, une petite précision quand même, parce que toi, tu es parti là, de tambour battant, tout ça, là, en disant que, surprise, Timothy Thatcher prend le tombé, mais Timothy Thatcher, elle a été perturbée pour ce tombé. C'est vrai. Parce qu'il y a Imperium qui est apparu sur la rampe sur la fin, les trois là, d'Imperium d'ailleurs, puisque Alexander Wolf a rejoint ses deux compères. Et c'est ça en fait qui déconcentre Thatcher qui du coup, comme n'importe qui, hein, quand il voit quelqu'un qui passe sur la rampe, je suis bloqué, je sais plus catcher, et puis du coup il prend le tombé. Et ouais, bah alors du coup ça, c'est un petit ouais, un petit honneur sympathique. Du coup, c'est vrai que j'étais surpris de ne pas voir les vrais challengers dans ce match-là. Euh, Bah, ouais, voilà, je sais pas quoi trop dire de plus en fait. J'attends. Là, t'avais l'impression que t'avais des champions qui prenaient des dégâts en attendant, puis en plus du coup, Thatcher et Ciampa, eux, bah manifestement, ils vont être plus intéressés par Imperium que par les titres. Donc, ouais, c'était un match sympa, mais du coup, il n'y a pas un intérêt démesuré, quoi. Alors que moi, j'aimerais bien qu'Imperium, justement, vienne s'attaquer à nouveau au titre, quoi, c'est quand même les former champions, et j'aurais bien aimé les voir un peu plus s'impliquer dans cette affaire-là. Écoute, moi j'ai trouvé que c'était moyen, un match auquel j'aurais donné 2,5. Voilà, effectivement, ça sentait le combat de transition en attendant. Et effectivement, on va avoir besoin du fact-checking parce que je ne connais pas la raison de l'absence de MSK à ce NXT, mais je suis sûr qu'on ne tardera pas à le savoir. Allez, on continue parce que là, mon papy, on rentre dans le psychodrame actuellement de la NXT, le gros split de l'histoire de NXT. Alors, pour info à nos auditeurs, on n'avait pas fait de baston du mercredi depuis le 13 janvier. Donc on est le 5 mars. Effectivement, il s'est passé plein de choses, donc c'est difficile de vous résumer toutes les rivalités, mais vous devez certainement savoir l'information la plus importante. L'Undisputed Era a splitté, Adam Cole a cassé des gueules, a cassé des bouches, a cassé des mâchoires à tout le monde. Du coup, Roderick Strong, lui, il comprend pas avec voilà le meilleur charisme d'huître du monde, notre Roderick Strong, quoi. Il est obligé Ouh de là là. énervé, il va appeler Adam Cole, mais c'est Finn Balor qui va débarquer, qui va lui dire tout simplement qu'Adam Cole ne viendra pas, et Strong, voilà, sa solution à lui, c'est de porter responsable Finn Balor de tous les malheurs du monde, de la dissolution d'Undisputed Era. L'Irlandais, lui, il pense que c'est surtout le titre NXT qui a amené Cole à faire ses saloperies. Qu'est-ce qu'il va lui dire encore, Finn Balor? Il va dire que le titre est en jeu dans un match pour l'attirer la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, on aura un face-à-face pour le titre de NXT masculin entre Cole et Finn Balor. Voilà. Il est impitoyable, hein, Finn Balor, hein, parce qu'il dit quand même à Strong que Strong sera jamais au top niveau. Bah, il avait la raison autant. Et cet homme a raison. Il a pas l'instinct de tueur, quoi. Alors Strong, Ah il est ouais. encore plus énervé, du coup, hein, mon papy, et il va attaquer Balor, hein, bagarre. Les deux hommes vont se taper dessus avant que les arbitres viennent les séparer. Alors, mon papy, il faut qu'on t'entende là parce que depuis le 13 janvier, on n'avait pas reparlé ensemble pendant la baston. Donc là, il faut qu'on t'entende sur ce split et sur le charisme de Roderick Strong. On en avait parlé à Takeover de Oui, tu as attaque raison. d'Adam Cole. Elle est en Et ligne. effectivement, donc on se demandait si Strong allait pencher côté Cole ou côté comment il s'appelle, Kyle O'Reilly. Et donc manifestement, en fait, c'est un peu ni l'un ni l'autre. C'est Adam Cole qui a penché pour personne et du coup qui a fait exploser totalement l'Undisputed Era qui n'existe plus manifestement. Et Strong, bah du coup, sans l'Undisputed Era, bah, il redevient l'ancien Strong qui malheureusement, comme le dit si bien Finn Balor avec toute la franchise du monde, c'est pas un mec qui ira très haut, quoi. Donc il fait, mais surtout parce qu'il a un charisme vraiment vraiment défaillant, quoi. Le pauvre, il fait sa promo en disant: «Hey toi, mon petit Adam Cole, viens voir tonton Strong, hey! Et puis toi, Viens Finn voir, Balor, hein? Hey, c'est qui est tonton. méchant? C'est méchant Finn Balor!» Ouais, laisse Oui, tomber. alors c'est vrai qu'il a un léger cheveu sur la langue, Roderick Strong. Et nonobstant le fait qu'il a un excellent moveset, voilà, le charisme et la promo, c'est très 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 compliqué avec lui, quoi. Donc Ah, on a du mal à c'est un laisser. massacre. Heureusement, Finn Balor est là pour casser la gueule, Oui, pour se battre, pour voilà, il n'est pas là pour taper la déconne notre ami et avec un euh, meilleur mix Balor. skill, je vais y arriver. Voilà, oui, il est quand même beaucoup plus à Finn l'aise. Balor, Allez, c'est comme plus propre, hein. ouais, bah, on sent là le mec vraiment, voilà, presque le vétéran de toute façon là. Hein. Là, il n'y a pas de problème. Finn Balor, il tient son titre. Et du coup, ça nous amène sur un beau match pour la semaine prochaine, puisque voilà, je le répète,
titre NXT masculin en jeu mercredi prochain. On sera peut-être là pour vous le commenter. Allez, on continue dans ce NXT et on retrouve The Way, le clan Gargano, qui suit une thérapie, mon papy. Peut-être qu'on aurait besoin de ça aussi, quoi, parce qu'ils tentent de régler leurs problèmes psychologiques engendrés par entre autres, le kidnapping d'Austin Theory par Dexter Lumis. Mais pour Theory, en fait, tout va bien. Il n'y a pas de problème. Pour lui, il ne s'est rien passé. Et Gargano, il n'est pas du tout d'accord avec ça. Il va perdre complètement son sang-froid. Il va être même renvoyé carrément par la thérapeute, quoi, parce qu'il va se mettre en colère, alors qu'elle lui suggère que lui aussi, il a quand même des soucis apparemment et qu'il faudrait se soigner. Je termine les segments backstage et je te laisse la parole, mon papy, puisque derrière, on aura juste un petit truc avec Cameron Grimes qui est derrière là, qui est dans l'arrière-scène, quoi, qui nous explique que c'est le moment de changer les choses. Il veut changer le Capital Wrestling Center en Cameron Grimes Auditorium. Il y a William Regal qui débarque, qui lui fait savoir que l'homme qu'il a attaqué la semaine dernière envisage de porter plainte contre lui, oui, parce qu'il nous a fait toute une séance de basket à la tête d'Ibiassi, Mylon Dollarman. Et ce soir, quoi qu'il se passe, de toute façon, mon pauvre Cameron Grimes, tu vas affronter Bronson Reed. Voilà. Alors, papy, The Way, Cameron Grimes. Deux salles, deux ambiances. Ouais, alors The Way, ça sera un peu un des fils rouges de la soirée, finalement, parce qu'on le reverra plusieurs fois. Je vais peut-être donner un avis qui du coup couvre un peu tous les segments qu'on aura. C'est que moi, j'aime bien les segments où tu sors un peu du monde du catch, ces trucs-là. Mais je trouve souvent que malheureusement, ils prennent des très mauvais acteurs pour jouer les rôles de psychologue ou de conseiller ou de je sais pas quoi. Ils doivent vraiment prendre le fond du fait-tout. Et là, la petite vieille qui jouait le rôle de la conseillère, je l'ai pas trouvée très bonne. Ah, le psychothérapeute des Hell moi j'aimais bien. Oui, voilà, c'est le seul que j'ai trouvé bien. Tu vois, mais tu vois, par exemple, celui qui avait été. Il y en avait eu d'autres après. Enfin, je sais plus, j'ai d'autres souvenirs que c'est pas terrible. Et c'est vrai que le Elno était plutôt sympa, parce qu'il avait vraiment sa personnalité, mais là, la petite vieille, je trouvais qu'elle jouait super mal. Au contraire des autres, finalement, sur le canapé, qui étaient plutôt sympas à suivre. Indy Hartwell en mode à chaque fois qui fantasme sur Dexter Lumis. Austin Theory qui nie en fait son traumatisme, et puis le couple des Thénardier là qui font totalement boulon, c'est plutôt sympa. Mais voilà, c'est vraiment dommage qu'ils soient pas foutus de trouver une actrice à peu près propre pour compléter le segment. Et Cameron Grimes, non, je m'en fous en fait. Il m'intéressait pas déjà des masses avant, et là un truc de mec qui a gagné plein de pognon, on l'a vu 100 fois. Donc j'attends de voir quand ils décideront de faire un truc original avec ça, mais pour l'instant c'est sans intérêt. Ouais, de toute façon, Cameron Grimes, on va le retrouver un peu plus tard dans la soirée. D'abord, on va avoir le deuxième match, qui va être un match de la division féminine, qui va avoir affronté Ember Moon à Aliyah du Robert Stone brand. Alors, eux, c'est assez finalement simple. Le match va être assez court, hein, il va durer 4 minutes 53. Aliyah est accompagnée par Jessica Mea et par Robert Stone. Ember Moon, dorénavant, pareil, est plus lâché par Shotzi Blackheart. Match très court, victoire d'Ember Moon sans surprise, avec, à noter, une éclipse de fort belle facture, vraiment l'une des plus belles éclipses que je l'ai vu passer depuis pas mal de temps, là, depuis qu'elle est revenue après sa blessure. Je l'ai sentie un peu plus en forme, un peu plus aérienne. Et puis la Robert Stone brand, défaite après défaite, après défaite, après défaite, après défaite. On continue dans la loose, hein, mon papy. Ouais, et puis quand tu vois qu'ils en sont réduits à faire lutter Aliyah parce que c'est celle qui s'est entre guillemets le mieux catché du lot, alors que c'est quand même pas foufou, hein, mais c'est parce que l'autre c'est vraiment un balai quoi. L'autre c'est une catastrophe. Donc voilà, et effectivement, je suis d'accord avec toi. Ember Moon, je la trouve de mieux en mieux. J'avais déjà remarqué ça. Je crois que c'était à Takeover peut-être. Des trucs qui étaient en meilleure forme, et là ça se confirme, elle est plutôt en bonne forme, et du coup le match avec Aliyah, malgré tout, est plutôt sympa à suivre. Ouais, vraiment superbe Eclipse. Allez voir ça, ça vaut le détour. Allez, on va avoir après un vidéo package sur la rivalité Yoshirai-Tony Storm, pour la bonne et simple raison qu'on nous annonce que la semaine prochaine, décidément, c'est du lourd, le NXT de la semaine prochaine, mais on y reviendra à la toute fin parce que j'ai quelques infos à vous donner. Yoshirai-Tony Storm, voilà, c'est la grosse rivalité du moment. Elles vont s'affronter la semaine prochaine pour le NXT title féminin. C'était annoncé, malheureusement, bon, on va en parler tout de suite maintenant. Notre chouchoute à Papy et à moi est pas dans la rivalité pour le titre suprême, mais par contre, elle est dans la rivalité pour les titres par équipe, puisque Dakota Kai et Raquel Gonzalez, oui, c'est bien de Raquel dont je parle, sont investis dans le
dans un combat par équipe, excusez-moi, contre Nia Jax et Shayna Baszler pour le championnat des équipes féminines. Elles l'ont gagné de haute lutte en remportant le Dusty Rhodes Classic. Et donc, elles affrontent ce soir, comme promis, chose promise, chose due. Hein. Et on va avoir un match assez long, puisqu'on va avoir un match de 13 minutes 18. Je m'attendais finalement pas autant que ça de la part de Jax et Shayna Baszler, vraiment beaucoup. Dakota Kai a beaucoup donné de sa personne, a été beaucoup ciblé pendant l'ensemble du combat par les deux championnes, et ça a souvent payé parce que globalement Nia Jax et Shayna Baszler ont apparu assez dominantes. J'ai trouvé que Raquel Gonzalez n'était pas assez dans le ring, qu'elle aurait mérité beaucoup plus. Je la trouve, mais clairement, hein, les 4 filles qui étaient, je le dis tout de suite, je fais mon analyse immédiate, mais pour moi, clairement, encore une fois, celle qui crève l'écran dans les 4, c'est Raquel Gonzalez. C'est tout. C'est comme ça. Et puis, c'est tout. Voilà. Donc, défaite, malheureusement. Papy, tu vas en parler un peu, mais défaite de Dakota Kai et de Raquel Gonzalez sur une décision de l'arbitre. Alors, on va en parler de cette décision de l'arbitre. Nia Jax et Shayna Baszler conservent leur titre féminin par équipe. Papy, es-tu satisfait? Oui, alors je suis satisfait parce que d'une part, je trouve que c'est bien qu'il y ait un peu de durée sur des championnes par équipe et qu'elles défendent leur titre. Et Nia Jax et Shayna Baszler, j'en ai plusieurs fois parlé. Alors malheureusement, elles n'ont pas toujours été dans des rivalités passionnantes, mais par contre, je trouve que c'est un duo qui fonctionne bien. Ils ont une bonne dynamique à deux. Et avec la petite teigneuse Shayna Baszler qui, mine de rien, est assez puissante, et Nia Jax derrière en non-forcer, c'est vraiment un duo qui marche bien, je trouve. Donc je suis content qu'ils continuent d'être championnes, et ce qui leur permet de continuer ensemble parce que de toute façon, elles n'ont pas d'autres programmes. Donc autant les voir dans la division tag team féminine, là où au moins elles sont super utiles. Ça faisait bien longtemps que j'ai pas eu une équipe qui me semblait aussi appropriée pour cette division. Et oui, effectivement, c'est Dakota Kai qui fait quasiment tout le match, et Raquel Gonzalez un peu moins. Et effectivement, elle est toujours puissante quand elle rentre dans le ring. Ouais, mais du coup, si jamais après elle peut repartir sur du programme solo, ça me va aussi, tu vois. Donc quelque part, je suis pas trop déçu pour elle. Moi, au contraire, j'aurais été peut-être embêté si elle gagnait le titre, parce que ça aurait voulu dire qu'elle reste dans la division tag team pour un bout de temps, quoi. Donc espérons, je croise les doigts pour qu'elle aille en solo. Et effectivement, dernière chose, le déroulé de l'arbitre, là, c'est qu'en fait, l'arbitre de NXT est blessé par Shayna, je crois, ou par Nia Jax. Et du coup, Voilà, ouais. c'est Adam Pearce qui ramène un arbitre de Raw pour finir le match, avec Dakota Kai qui abandonne, enfin qui se soumet au Kirifuna Clutch, voilà, je l'ai bien dit, La cloche, alors ouais. que c'était Raquel Gonzalez qui était censée être dans le ring. Donc effectivement, il y a quelque chose là-dessous. Eh ben, écoute, je suis d'accord avec toi sur le fait de l'utilité de la présence de Nia Jax et de Shayna Baszler dans le main roster pour défendre les ceintures par équipe. Donc ça atténuait ma déception de voir Dakota Kai et Raquel Gonzalez perdre le match sur un finish que moi je trouvais bof, quoi. Voilà, ça m'a pas super emballé ce finish de match. À la rigueur que si Jax et Baszler avaient gagné fair and square, j'aurais pas crié au scandale, quoi. Ouais, mais ils en auront besoin pour plus tard. On verra plus Voilà, tard qu'ils bondissent là-dessus. oui. Après, je te cache pas que Raquel Gonzalez, j'ai l'impression que voilà, elle va rester en tag team un bon moment avec Dakota Kai encore. Et je pense pas que le moment individuel est arrivé pour elle, surtout dans le main roster, sachant que Rhea Ripley arrive à Raw, même si elle est pour aller jouer les monstres du côté, les top heels du côté de SmackDown. Mais voilà, mais c'était plutôt bien. Voilà, sur le moment présent, sur ce NXT du mercredi soir du 3 mars, et ben écoute, c'était plutôt bien, ça passait plutôt pas mal. Allez, on retourne sur notre fil rouge, la thérapie du Way. Voilà, cette fois-ci, c'est Austin Theory qui cause et qui nous explique que l'origine du kidnapping qu'il a subi, c'est que en fait, Dexter Lumis, il a juste besoin d'un ami, et puis voilà, c'est tout, quoi. Le elle n'est pas trop d'accord. Elle explique que Lumis, il a déjà kidnappé beaucoup de monde. Elle nous donne quelques exemples. Et finalement, on se rend compte qu'elle est en train de lire un message que lui a envoyé Gargano, quoi. Et finalement, elle et Indy Hartwell sont renvoyés de la thérapie. On sent que là, Austin Theory va pouvoir se livrer, mon papy. Là. Ouais, bah voilà, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait. C'est gentillet, mais ça manque d'un meneur d'une vraie actrice pour mener un peu tout le truc, quoi.
Ouais, moi j'ai trouvé ça zéro intérêt, quoi. Voilà. Je vais être assez rapide sur l'analyse. J'ai trouvé ça zéro intérêt. De toute façon, déjà le premier segment m'avait fait un petit peu plus rigoler, mais je m'attendais pas forcément à ce que ça allait continuer comme ça. Et là, Ouais, pour ils le auraient coup, pas dû couper en 3, c'est trop long 3. ouais, coupé en 3, c'était trop long. À la rigueur, nous faire un truc long une bonne fois pour toutes, et puis après, on n'en parlait plus, quoi. Mais voilà. Derrière, on aura quoi dans backstage? On aura un petit coup d'Isaiah Scott qui va nous expliquer, qui va nous parler de Leon Ruff, quoi. Donc voilà, Isaiah Scott, Leon Ruff, je sais pas si ça intéresse grand monde à l'heure actuelle. En LA tout cas, Knight, pas moi. en tout cas pas toi et pas moi non plus. LA Knight, notre ami LA Knight, qui est arrivé à NXT depuis à peu près 2 semaines et qui nous fait des petits packages vidéo lui aussi, quoi. Alors, il démarre là, quand même, là, ce soir. Et là, il démarre une promo dans le ring ce soir, puisque c'était 2 fois. Il a fait dans sa bagnole, il a fait en visioconférence. Donc là, voilà, il déclare, il commence, il attaque sa promo en nous parlant de Tom Brady. Ah voilà, il espère qu'il soit aussi bon dans son sport que les LA Knight dans le catch. Rien que ça. Voilà, il n'a pas été le first draft, le premier choix, mais ça ne va pas l'empêcher de briller. Il va faire le job. Il est le dernier d'une lignée qu'on ne produit plus. Donc attention les gars, LA Knight, ça va choper. Les gens le voient déjà comme le meilleur de l'histoire de l'NXT. Mais personne n'a besoin de l'appeler Greatest of All Times, just LA Knight. Alors, toi aussi, tu sens l'aura, tu sens la lumière autour de LA Knight, mon papy? Bah, en tout cas, je suis d'accord avec lui sur un point, enfin, je pense en tout cas, c'est il fait partie des catcheurs à l'ancienne, quoi. C'est-à-dire Il est bon qui, au micro. Moi, voilà, c'est il un a une avis. personnalité, un micro, et puis je pense qu'il sera pas ultra spectaculaire comme toutes les dernières recrues de NXT. Lui, ça va vraiment être le catch qui raconte une histoire, je pense. Alors, connu comme Eli Drake, voilà, qui a été beaucoup à la TNA, à Impact Wrestling, à la NWA aussi, il me semble bien. Oui. On en avait parlé pendant Vengeance Day déjà, hein, où on avait dit voilà, un gars pas super grand mais bien trapu, bien gaulé, quoi, bien mastar. Et maintenant, voir, voilà, ce qui attise ma curiosité, c'est vers qui va-t-il aller, vers quelle rivalité, et c'est ça qui va être intéressant. Bah, on le saura bientôt, je pense. Oh oui, je pense qu'on va être vite fixé, ouais, on va être vite fixé. Allez, match qui suit derrière, Cameron Grimes, comme annoncé, qui va affronter Bronson Reed. Match de 5 minutes. Je ne sais pas parce que je ne comprends pas. Mais voilà, Cameron Grimes a battu Bronson Reed. Alors je vous avoue que alors, moi, c'était à ma totale surprise. Parce que moi, j'espérais on allait avoir un Bronson Reed en mode Bam Bam Bigelow. Et ça n'a pas été le cas, quoi. On nous a mis over et on nous a vendu le Cameron Grimes as fuck. Papy, rejoins-tu ma déception ou est-ce que pour toi, c'est ce qu'il fallait? Bah non, mais moi je suis pas d'accord avec toi. Alors, Voilà. enfin, je suis Voilà. partiellement pas Vas-y, d'accord avec toi. Je suis partiellement pas d'accord avec toi parce que moi, effectivement, moi, Bronson Reed, c'est quelqu'un sur qui je fonde de gros espoirs parce que on en parlait tout à l'heure. C'est un physique un peu différent, puis j'ai l'impression il a quelque chose. Tu vois, il a même son thème d'entrée, je trouve impressionnant. Tu as les limite Godzilla, tu vois, qui arrive sur le ring. Moi, je trouve ça super, quoi. Par contre, il perd parce que c'est LA Knight qui le fait tomber juste avant. Donc c'est grâce à cette intervention-là qu'il perd Bronson Ouais, Reed. ouais, 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 bien Moi, je sûr. pense qu'on va se diriger vers une rivalité Bronson Reed et LA Knight et ça me semble plutôt pas mal, quoi, parce que c'est deux gars enfin, LA Knight, c'est un gars sur qui ils vont compter et Bronson Reed, bah, du coup, il est dans cette équation-là, tu vois. Tandis que l'autre machin chouette là, le mec qui a plein d'argent, il a pris la victoire parce que c'est son nouveau personnage, mais en fait, finalement, c'est pas du tout lui qui est important dans cette histoire-là, c'est les deux autres, hein. Bien, écoute, j'espère que tu auras complètement raison et que c'était un spoiler alerte de chez Papy et que ça se passera comme ça. Parce que moi, vraiment, moi, Cameron Grimes m'intéresse pas du tout, quoi. Donc, le voir gagner des matchs, pour moi, ça devrait être un jobber devant l'éternel. Et enfin, voilà, ça c'est vraiment, pour le coup, vraiment un catcheur qui m'intéresse absolument pas, quoi. Alors que vraiment, Bronson Reed, pour moi, c'est un gars qu'il faudrait en ce moment mettre bien plus haut et bien plus fort. Donc, je vais compter sur tes bonnes paroles. Mais oui, il faut y croire, il faut y croire. On verra, il y aura un petit conciliabule backstage entre Regal et Adam Pearce, mais qu'on n'entendra pas. Après, on aura une petite interview de Kellan Carter qui est en plein drame, elle aussi, hein, parce que décidément, il y a des drames à NXT.
parce qu'elle a sa copine Cassie Catanzaro qui s'est fait démonter par Xayali, et du coup déchirure du ligament, ça déconne pas. Grosse attelle, grosse colère envers Xayali. Maintenant, elle considère que c'est à elle de faire le nécessaire pour mettre Xayali hors d'état de nuire. Bon courage, Kellan Clatter. Elle nous dit qu'elle a pas peur. Ah ben, elle a intérêt. Ouais, moi je pense qu'elle sera décapitée. Hein. Ouais, je serais elle, je compterais mes abattis. Parce que Kevin Carter, je pense qu'elle va se faire largement décapiter, effectivement, par Xayali. Allez, le dernier du fil rouge de notre soirée, la dernière partie de la thérapie du Way, c'est Austin Theory qui nous explique, en fait, comment s'est passé son kidnapping chez Dexter Lumis. Et il nous dit qu'il était dans une toute petite pièce avec des fenêtres barricadées. Il pouvait regarder que des dessins animés en mangeant des céréales. Et en fait, il y a passé des bons moments, quoi. Il s'est bien éclaté, quoi, là-bas, quoi. Et alors, la thérapeute, là, elle nous donne un premier indice, puisqu'elle nous dit qu'elle a parlé avec Dexter Lumis plus tôt dans la journée. Mais Theory, il ne la croit pas. Il lui dit non, mais Dexter Lumis, il ne parle jamais. Mais la thérapeute, elle lui dit mais si, moi j'ai réussi à le faire causer, le Dexter, quoi. Et voilà, il a avoué que s'il a lâché Austin Theory après 3 jours, c'est parce qu'en fait, il en avait tout simplement marre de lui, quoi. Alors, Austin Theory, on sent qu'il est touché, qu'il est pas bien par cette annonce. Il quitte la pièce en pleurant, quoi, en joignant le Gargano qui l'attend dehors. Et finalement, Gargano va s'engueuler plus ou moins avec la thérapeute, quoi. Il va la payer et puis il va la remercier en fait d'avoir dit ce qu'il fallait dire sur Dexter Lumis. Voilà, 3e partie de ce fil rouge de NXT, papy. Bah ouais, non, mais rebelote, ce qu'on a déjà dit, hein, c'est pas très bien joué par la thérapeute et puis bah je vois pas du tout l'intérêt en fait au final. Ouais, j'y ai vu zéro intérêt non plus. Voilà, j'ai évacué ça vite de ma vue. Et j'ai passé un petit coup les poussières dans la chambre de l'EHPAD et j'ai attendu la suite. Et la suite, normalement, c'était un match où il y avait Everrise, nos Québécois, qui devaient affronter les Breezango. Mais, ils se font attaquer par la Legado del Fantasma, les Mexicanos toujours énervés après tout le monde, et souvent après Everrise, voilà, qui va tenter de fuir, hein. Mais finalement, il y a Santos Escobar qui est là pour les bloquer, il va les attaquer, il va les balancer sévèrement contre les marches d'acier, quoi. Ensuite, il va pécho le mic, et il va nous dire qu'il ne faut pas croire ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé la semaine signifie qu'ils sont devenus faibles. Voilà, ce qu'ils sont toujours, c'est qu'ils continuent à casser des gueules, à participer activement à de la baston et en passant à tabac, Breezango et Everrise. Alors, est-ce que la Legado del Fantasma, la partie Wild, Joaquin et compagnie, j'ai Mendoza, à ton avis, papy, est-ce qu'il faut les lancer sur le titre tag team là ? Qu'est-ce qu'il faut en faire de cette tag team là ? Alors, tu vas peut-être nous donner un peu de contexte. Il y a eu un match la semaine dernière avec Kieran Cross. Ouais. Oui, effectivement, de toute façon, il y a déjà un contentieux avec les Everrise, de toute façon, d'office. Et effectivement, ça fait plusieurs mercredis où la Legado del Fantasma intervient dans des histoires de tag team, on va dire, dans des histoires d'équipe. Ok, bah non, j'en sais rien en fait. Moi, je pense qu'ils se mettent pas en fait ils s'affirment pas tant que ça, quoi, tu vois. Par exemple, Burch et Lorcan, on en parlait au début, mais eux, je les trouve finalement pas trop emmerdés, quoi. On les fait pas trop chier avec le titre depuis qu'ils ont gagné les ceintures. Bah non, mais ouais, oui, effectivement. Mais moi, effectivement, la Legado del Fantasma, moi j'ai l'impression qu'elle est partie sur une histoire avec Cross et puis c'est tout, quoi. J'ai pas l'impression qu'elle va sur la tag team, mais peut-être que je me trompe. Je vois sincèrement que j'ai vraiment pas d'avis là sur eux. Hein, là. Ouais, mais moi pareil, je t'avoue, ça c'est de la mid-card de low mid-card de NXT, hein, donc là c'est vraiment, c'est pour faire plaisir à nos auditeurs qu'on en parle. Et pour montrer que nous restons précis. Allez, on passe à la suite, on aura un segment backstage avec William Regal qui va être interviewé, qui nous explique qu'il a vu ce qui s'est passé durant le match du championnat des équipes féminines et que la semaine prochaine, il aura une grande annonce à nous faire qui va changer le paysage de NXT à jamais. Rien de tel, quoi. Décidément, c'est un mercredi soir, on le verra aussi à la IW où on fait beaucoup d'annonces, hein, mon papy. Hein. Ah bah ils annoncent beaucoup de choses pour la semaine prochaine pour avoir un mec NXT. Si j'en crois certaines lectures, ça a peut-être concerné le changement de date, non ? La fin de la baston d'ailleurs. Ouais, on en parlera à la fin de ça. Mais peut-être de ça, et puis peut-être. Moi,
peut-être non, pas des signatures. Je vois pas l'intérêt pour eux d'annoncer des signatures spéciales ce Non, je jour-là. pense pas. Non. Là, je serais étonné. Non, ouais, je pense pas. Donc écoute, on va voir. On va en reparler un petit peu à la fin. Allez, on passe au main event, le main event de ce 145e NXT. Finn Balor qui affronte donc Roderick Strong, comme promis en début d'émission. Là, on va avoir un match un peu plus long, hein, le match de la soirée, hein, puisqu'on va avoir un match de 13 minutes 47. Alors, autant Roderick Strong, clairement, au micro et au charisme, on l'a dit plus haut, c'est pas ça. Par contre, entre les cordes, il n'y a pas de problème. Le mec est super propre. Et face à un Finn Balor qui est tout simplement on fire depuis qu'il est champion NXT, ça va nous donner un énorme match. Alors là, j'ai presque envie de dire que quasiment toute la gamme y est passée, puisqu'on a eu du chain wrestling, on a eu du mat wrestling, on a eu du brawl, on a eu de la baston ringside, on a eu de la souplesse, on a eu du saut de la troisième corde, des springboards dans tous les sens. Ça s'est envoyé, mais de chez envoyé, mais de chez envoyé. Et j'ai envie de dire, Finn Balor, ça fait des semaines et des mois maintenant qu'à chaque match qu'il fait à NXT, ce mec est un malade, ce mec est un fou furieux, ce mec n'a pas peur pour sa vie. Franchement, j'ai été encore une fois soufflé, quoi. Après le Finn Balor Kyle O'Reilly, le Finn Balor Pete Dunne, là le Finn Balor Roderick Strong, j'avoue que le mec, il nous envoie des masterclass à chaque combat. Et comme Roderick Strong est pas un manche entre les cordes, du coup ça donne quand même un pur match de catch. Alors, on n'est pas dans les standards de Raw et de SmackDown, on n'est pas dans les Colosses, on n'est pas dans les Powerhouse à NXT. C'est plutôt de la catégorie Cruiserweight, mais quelle catégorie Cruiserweight, mes amis, hein. Et finalement, victoire du champion, hein, qui en plus reste imbattable. Finn Balor va piner Roderick Strong, et le show va se terminer avec Adam Cole qui va venir défier du regard l'Irlandais. Les deux hommes s'affronteront donc la semaine prochaine. Papy, le titre NXT sera en jeu. J'imagine que tu seras devant ton écran. Probablement, effectivement. Moi, je pense que le retour d'Adam Cole aux affaires est une excellente nouvelle, parce que moi, j'ai déjà exprimé plusieurs fois dans les bastons, dans les takeovers. J'ai rien contre le catch du main event qui nous est proposé avec Finn Balor, avec Roderick Strong, avec Kyle O'Reilly, avec Pete Dunne. Mais j'ai l'impression que tous les matchs se ressemblent en fait à chaque fois. Et il n'y a jamais d'entourloupe, il n'y a jamais de petite embrouille, il n'y a jamais rien en fait. Enfin, je sais pas comment t'exprimer, mais ils sont trop propres leurs matchs. Et Adam Cole, je sens qu'il, tu vois, je le vois bien rajouter un petit peu de truc, tu vois, un petit peu de saleté, tu vois, dans un match. Et là, ça me manque un peu. Là, c'est sympa ces matchs-là, mais dans des main events alors là encore main event de show, c'est pas trop embêtant, mais dans des main events de pay-per-view, moi ça m'embête toujours un peu. Tu vois, j'ai toujours l'impression comme s'ils faisaient un espèce de gigantesque opener en donnant tout ce qu'ils ont, mais sans aucune sans aucune nuance, tu vois. Et donc je suis content de voir Adam Cole débarquer dans l'affaire, parce que je pense que lui justement, c'est peut-être le moins bon catcheur de tous les gars qui a affronté Finn Balor, en catch pur, en technique pure, j'ai envie de dire. Par contre, en termes de nuances, je pense que c'est celui qui en a le plus, donc je suis impatient de le voir. Ouais, alors, moi je trouve que c'est un main event c'est NXT, quoi. Donc, qui nous propose quand même un catch de cette qualité-là, c'est toujours agréable, quoi, de finir. Alors, je suis d'accord avec toi sur le fait que, comme il n'y a pas de différentiel physique dans ces combats-là, on a un peu l'impression de revoir la même chose parce qu'ils sont interchangeables. Kyle O'Reilly, Strong, Cole, Finn Balor, Gargano, tous ces mecs-là, ils sont tous dans les mêmes gabarits. Tu prends même un Ciampa, même si c'est un mec très dessiné, Ciampa, au final, il n'est pas très grand, pas super massif. Ah oui. Tous ces mecs-là, en fait, sont sur les mêmes gabarits. J'en avais déjà parlé dans des bastons du mercredi, je crois qu'on en avait parlé pendant Vengeance Day. Un des problèmes à NXT à l'heure actuelle, c'est que ça manque gravement de powerhouse. À part Karrion Kross qu'on n'a pas vu dans ce show, à part peut-être, il y aura peut-être une vignette de Karrion Kross qui, lui, pour resituer l'affaire, en ce moment, il est en bis-bis avec Santos Escobar, donc qui détient le titre Cruiserweight. Donc, il faut qu'on m'explique, quoi, le plus gros powerhouse de NXT à l'heure actuelle est lancé dans une rivalité face au champion Cruiserweight. Ouais, bon, ok, d'accord. Et t'as Dexter Lumis aussi qui est gros. Et t'as Dexter Lumis aussi, ouais. Et qui fait rien, qui gagne jamais. Qui lui est un poids lourd, effectivement. Donc, je sais pas, franchement, je trouve ça assez incompréhensible. Mais voilà, écoute, en tout cas, ça se termine comme ça.
ce NXT du 3 mars. Victoire de Finn Balor dans le main event. Et nous, mon papy, si tu le veux bien, on va switcher directement et on va partir dans le monde merveilleux de la All Elite Wrestling. On va partir plus exactement à Jacksonville, en Floride, USA, dans l'aréna, la Daily's Place, avec aux commentaires Excalibur, Jim Ross, Scorpio Sky par moment, non pas par moment, sur une ou deux occasions, et Tony Schiavone. Voilà, tout le monde est là, tout le monde est en place. Alors, ce Dynamite, il faut bien savoir que c'est un go-home show, puisque dimanche, nous aurons donc Revolution, avec une carte complète dont on va parler à la fin. Donc on va attaquer directement par le show, les amis, et on va attaquer par un opener où il va y avoir du lourd, et ça c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'on va avoir un mixed tag team match entre Jade Cargill et Shaki, qui va affronter Red Velvet et Cody Rhodes, accompagné de Arn Anderson et QT Marshall. Un match de 12 minutes. Écoutez, un Shaquille O'Neal qui, quand même, 2m16, 160 kilos à peu près. On ne sait plus trop maintenant, quoi. Hein. Il a 48 ans. Il est rentré en feu depuis plusieurs semaines par émission de télé, par Twitter interposé. Bref, ils se sont envoyés des pics dans tous les sens. Ils se sont provoqués. Jade Cargill a joué un grand rôle dans cette rivalité, puisqu'elle est venue attaquer Brandy Rhodes, elle est venue gifler Cody Rhodes, elle est venue s'en prendre à toute la famille, toute la Nightmare Family. Donc, ça allait très mal. Jade Cargill, c'est les copines au Shaq, et le Shaq, il a décidé de monter dans le ring. Donc, le mec, vous le connaissez tous, hein, Shaquille O'Neal, je crois que là, toutes les générations confondues, il n'y a pas de problème. Le mec est tellement immense. Le mec est habillé tout en noir, en marcel noir, avec ses chaussures taille 52. Et on va avoir un match de 12 minutes avec quelques spots. Alors, c'est assez lent, mais Cody Rhodes est quand même justement là pour mettre le rythme dans cette affaire-là et pour permettre surtout à Shaq de briller. Et il va se prendre une powerbomb. Mais j'ai pensé à l'ostéopathe de Cody Rhodes qui devait se frotter les mains devant sa télé. Cody Rhodes qui se prend une powerbomb de Shaquille O'Neal, mais un truc incroyable, quoi. Et donc, les deux filles vont avoir part belle aussi, hein, puisqu'elles vont avoir leur tag, elles vont s'affronter plusieurs fois. Jade Cargill est particulièrement impressionnante physiquement, hein, elle est dessinée, on sent que c'est une culturiste, quoi, une bodybuildeuse, et qu'elle n'est pas là pour rigoler à ce niveau-là. Red Velvet, c'est un gabarit plus fin, plus un peu à la Sasha Banks, je dirais, en termes de gabarit. Du coup, ça va donner pas mal, ça va bien se relayer. Mais il va y avoir des installations de tables qui vont faire perdre du temps, ou d'ailleurs les deux filles vont perdre un temps pas possible à installer les tables. Du coup, il va y avoir toute une séance avec Shaq qui va vouloir lever les mains au-dessus de Cody Rhodes et jouer les shows. Et Cody Rhodes qui va tenter quelques trucs, mais qui va se faire power slammer aussi à un moment de manière bien sympa. Et finalement, les deux tables installées ringside, elles ne seront pas restées là en vain. Chaque temps, il est au bord du ring, quoi, sur l'éperon. Il va tenter de mettre un coup de poing à Cody Rhodes qui va l'esquiver, qui va aller rebondir dans les cordes et qui va sortir un gros crossbody sur le Shaquille O'Neal qui va fracasser les deux tables en même temps. Voilà un truc. Voilà, ça va faire un gros fracas. Shaquille O'Neal est out. Wow. Alors, j'étais tellement sur le choc de voir Shaquille O'Neal catcher que vraiment, et finalement, Jade Cargill et Shaq vont, malgré Shaq qui est évanoui sur les tables, c'est Jade Cargill qui va piner Red Velvet. Victoire en 12 minutes de Jade Cargill et Shaq. Alors, papy, je sais pas quel est ton lien avec Shaquille O'Neal, mais malgré tout, l'arrivée du bonhomme sous le Titantron, c'est quand même un événement. Ah, c'est un événement parce qu'en plus, c'est Shaquille Mainstream, O'Neal. c'est énorme. Mainstream, Shaq- c'est énorme. Ouais, Shaquille O'Neal dans le catch, c'est quand même un truc qui traîne depuis des années. Et quand on s'imagine qu'il va catcher, alors il avait fait une bataille André le Géant peut-être une fois. Enfin, mais c'est pas, enfin c'est de la daube quoi. Là, il a vraiment fait un vrai match de catch. Voilà, il fait partie maintenant des gars qui ont catché. Ça me rappelle un peu ce que faisait je vais dire la IW, mais non, c'est la WCW avec les basketteurs à l'époque. D'autres basketteurs d'ailleurs.
vu que Shaquille O'Neal c'est aussi un basketteur, qui faisait aussi avec Dennis Rodman et compagnie. Et ouais, c'est l'esprit un peu de la l'AEW, je trouve, par moment de Cody qui rapporte un peu tout ce qui marchait à l'époque de son père hein, à la WCW. Et je trouve ça sympa, ces petits clins d'œil là comme ça. Et puis effectivement, Cody a fait le taf pour mettre en valeur Shaquille O'Neal qui sort plutôt bien à la suite de ce match-là. C'est comme plus intéressant que ce qu'a fait notre ami Snoop Dogg comme prestation. Et puis voilà quoi, c'est sympa. C'était un bon match pour démarrer. Ouais, bah écoute, moi j'étais alors là, complètement dedans. Voilà, moi ça m'a ravi ce truc, quoi. J'ai trouvé ça fou. Vraiment, Shaquille O'Neal, ouais, 48 ans, je le répète, hein, quand même, respect, quoi. Vraiment, sortir un truc comme ça. Alors évidemment, il a fait du no-selling, mais c'était tellement en adéquation avec le personnage. À un moment, il se prend un coup de chaise par le fils de Billy Gunn, par Austin Gunn. Voilà, il y a 0 vente de la part de Shaquille qui va choper le mec, qui va le dégager avec ses mains immenses là. Et puis voilà, chapeau à Cody parce que pour Cody, c'était pas forcément un match évident. Là, j'ai trouvé qu'il avait fait preuve de belle qualité là parce que il fallait s'adapter. On savait bien que de toute façon le différentiel physique était tellement monstrueux que là, c'était lui, il fallait qu'il soit en mode catcheur. Et vraiment, moi, j'ai bien aimé comment s'est comporté Cody. Et les deux filles, et bah très franchement, j'ai vu un des meilleurs spots de match féminin, de rencontre féminine à la AEW depuis un bon moment. Parce que j'ai beaucoup de mal avec le catch féminin à la AEW. Et là, au moins, Red Velvet et Jet Cargill, et j'ai trouvé ça pas forcément super extraordinaire. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles ont passé trop de temps à monter les tables. On aurait peut-être dû trouver un autre stratagème pour les tables. Mais sinon, à part ça, je trouve que c'était propre. Et du coup, un match que j'ai vraiment beaucoup aimé, quoi. Ouais. Et Et puis, juste une petite parenthèse, oui, tu vois, c'est juste pour rebondir finalement avec ce que j'ai fini par dire pour NXT, que ce qu'on commence avec les AEW. Tu vois, je trouve que Cody Rhodes, dans ce qu'il fait, il y a souvent comme il y a, tu vois, le petit plus, tu vois, il y a la petite référence au catch, il y a enfin voilà, il y a ça pue l'histoire du catch en fait à chaque fois qu'il est dans le coin. Et tu vois, tandis que le NXT, ça manque voilà, justement un peu de personnalité, un peu les main events, le main event. Tu vois, là, par contre, là, il y avait de la personnalité dans ce match-là. en tout cas, quel gros coup pour la All Elite Wrestling, quoi. C'est voilà, tu fais venir Shaquille O'Neal, je veux dire là, c'est en mondiovision, c'est international, ça va Ah tourner sur tous les réseaux même sociaux la du chaîne monde. L'équipe en France en a parlé. Ah ouais, non mais là ça va être un truc, ça va faire le tour du globe, ça a déjà fait le tour du globe de toute façon. Et chose assez incroyable. Alors est-ce que ça sera un one shot? Est-ce qu'il va revenir? Là, on était dans un tag team match. Moi, je sens bien qu'il va revenir. Je pense que ça lui a plu. Surtout qu'à la fin, il s'est même permis une petite pirouette, puisqu'on le voit emmener en civière dans une ambulance. Et il y a Tony Schiavone qui va vouloir se rapprocher de l'ambulance. D'ailleurs, c'est même marrant ce passage parce qu'ils veulent fermer la porte de l'ambulance, mais le mec est tellement grand qu'il a les pieds qui dépassent et que lui-même, il doit remonter ses jambes alors qu'il est censé être KO pour qu'on puisse fermer la porte de l'ambulance. Là-dessus, Chavionnet, il débarque et il fait ouais, it's Chuck. Ouais, bah oui, on sait. Et il rouvre la porte de l'ambulance. Et en fait, Chuck, il a tout simplement disparu. Ouais, ça, c'était chelou, quoi. Comme le fait que Shaquille O'Neal ait des pouvoirs magiques, ça m'a. Là, par contre, j'ai dit, là, c'est bizarre. Là, tu vois, là, ils m'ont sorti du truc, par contre. Ah ouais. Allez, on enchaîne, on va avoir un match de catch très rapide sur lequel on va aller très vite, aussi vite qu'il a duré, puisque c'est un match qui a duré 1 minute 10. On va avoir un squash match avec Pac et Ray Phoenix qui vont affronter D3 et John Skyler. Victoire en 1 minute, hein, comme on l'a dit, voilà, avec une équipe qui est plutôt habituée d'être à Dark. Je crois que c'était la première ou deuxième fois qu'ils étaient invités à Dynamite. Ils se sont fait démolir. Pac a porté son 450. Et Phoenix, son site Outslam. Victoire de Pac et Ray Phoenix. Tu kiffes Pac et Ray Phoenix, mon papy? Je les aime plutôt bien. Et là, pour le coup, tu vois, c'est marrant parce qu'en fait, J'adore Ray Phoenix. mais j'ai l'impression, tu vois, ça faisait quelques semaines que j'ai pas regardé les W. Et là, en ce début de show, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de défauts qui me gênaient avant, qui sont en train de sauter, en fait, tu vois. L'opener, là, il était un peu moins fouillis que d'habitude. Et là, ce match-là, tu vois, c'est un squash. Et ça me semble normal, quoi, qu'une équipe super balèze
affrontent deux inconnus, mais c'est normal qu'ils les massacrent, quoi. Et Ouais. essaye de refaire plus souvent les AEW des matchs plus rapides plutôt que à chaque fois de vouloir donner 15 minutes à des gars de Dark qu'on reverra pas pendant 3 mois, quoi. Ah, mais en ce moment, Pac et Phoenix sont vendus très fort. Là. Si tu n'avais pas trop suivi ces derniers temps, de toute manière, ils sont vendus très très fort. Donc ce squash match avait pas de surprise particulière. Bon, déjà, ils étaient face à des no-name et de toute manière, les mecs sont trop destructeurs en ce moment pour qu'on puisse s'en sortir, quoi. Donc Bah, pas c'était de très bien. surprise là-dessus. Voilà. Allez, derrière, on aura conférence de presse avec Chris Jericho et MJF avant leur match de championnat ce dimanche puisqu'ils affrontent les Young Bucks. Alors, je ne vais pas vous raconter toute la rivalité de ce qui se passe entre Jericho et MJF Inner Circle face aux Young Bucks. Sachez juste qu'ils vont s'affronter donc à Revolution dimanche pour le titre tag team. Chris Jericho et MJF ont passé les limites. Les Young Bucks took it personal dorénavant parce que ils se sont attaqués aux Papa Bucks. Ils l'ont fracassé. Il a terminé le show de la semaine dernière en sang. Donc, bien évidemment, ça se passe plutôt très très mal entre les deux équipes. Jericho, il va nous expliquer pendant la conférence de presse que voilà, ça fait 1 an qu'il a perdu son titre de champion du monde individuel. Donc, dorénavant, il brigue le titre par équipe. Qu'est-ce qu'il va nous expliquer? Oui, il va nous faire un peu tout son CV, le Jericho. Il va nous parler des 17 fois où il a gagné un titre par équipe avec ses coéquipiers. Il va citer Dwayne Johnson, il va citer Paul White. On va lui demander aussi son avis sur le départ de Sammy Guevara qui boude en ce moment, enfin qui boude plus même puisqu'il est carrément, il s'est barré de l'Inner Circle, quoi. Et du coup, MJF et Jericho vont un peu se lâcher sur Sammy Guevara. MJF, lui, de son côté, il nous explique que toute l'histoire justement autour de Papa Bucks de la semaine dernière, il y en a un peu marre. En plus, ça lui a un peu dégueulassé son costard. Ça le fait pas. Là-dessus, les Young Bucks, ils arrivent dans la foulée. Ils disent que voilà, là, il fallait. Vous pouviez vous en prendre aux amis, les mecs, hein, mais alors là, s'en prendre à la famille, alors ça se fait pas, quoi. Et ce qui est alors quand même dingue, c'est que les Young Bucks vont commencer à nous faire une liste de toutes les choses que Papa Bucks a fait pour eux depuis qu'ils sont des ch'tines enfants et que visiblement les pères de Jericho et MJF n'ont pas fait pour leur propre fils. Ça va se terminer avec un truc assez traditionnel, en l'occurrence le double super kick des Young Bucks, un début de brawl, ça va commencer à se bastonner, c'est la baston du mercredi. Derrière, ça va être un peu le bordel, il y a Brandon Cutler, il y a les Good Brothers qui viennent se joindre aux Bucks, et finalement, on a même Karl Anderson et Doc Gallows qui vont faire passer Ortiz et Santana à travers des tables. Papy, cette fois, ça y est, on y est, c'est le Go Home Show, les tag teams, Young Bucks versus Jericho et MJF. Ça ne pouvait se terminer que dans le chaos. Ouais, alors tu vas pouvoir m'expliquer un peu là. Il y a un truc qui m'a échappé dans le truc. Alors sur le tout début du segment, j'ai trouvé que les Bucks avaient fait une meilleure promo que Jericho MJF. J'ai trouvé tout le passage sur le fait que ils expliquaient que c'était leur père qui leur avait appris à être indépendant, etc. Que c'est justement pour ça qu'ils aient choisi d'aller l'AEW, de fonder leur propre fédération, etc. Enfin, tu vois, j'ai trouvé plutôt cohérent en fait leur discours. Je disais c'est plutôt bien, les arguments faisaient plutôt mouche. Par contre, à la fin, j'ai pas compris. Gallows et Anderson, ils sont donc avec les Bucks, Ouais. C'est les mais champions d'Impact. ils Mais étaient pas tous heal à un moment, ceux-là, ils avaient pas attaqué tout le bordel, le feu à la AEW, se faisaient insulter par les commentateurs et tout, puis maintenant c'est bisounours, tout le monde est copain et tout le monde est face, je comprends pas. Il y a un truc qui ouais, m'échappe. ça a un peu tourné, effectivement. Ouais, ça a un peu tourné, quoi. Mais bon, surtout la présence de Gallows et Anderson, elle est franchement dispensable. Bon, c'est libre à la Elite Wrestling d'avoir des partenariats, hein, et de faire apparaître des champions d'autres promotions. Pourquoi pas? Je suis pas forcément contre ça, quoi. Mais je trouve pas qu'il y a un intérêt particulier. Pour moi, cette rivalité Jericho, MJF, Young Bucks, Ah, ils normalement, servent elle à se rien, vend hein. toute seule, quoi. Elle se vend toute seule. Il n'y a Mmh. pas besoin, voilà, ils servent à rien. Donc effectivement, ils sont là pour les bagarres. À chaque fois, ils sont impliqués dans des segments de bagarre, en fait. Ouais, mais C'est moi, du aussi coup, tu simple. vois, finalement, ils m'ont plus sorti du truc qu'autre chose. Tu vois, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils foutent là Pourquoi ouais, je comprends pas. Ils sont identifiés clairement heal. Et parce que les Young Bucks dans l'histoire, c'est comme les Face, quoi. Tu vois, ils défendent leur fédération, ils ont leur Ouais, père qui se ouais. fait attaquer, tout ça, ils sont ultra face dans l'affaire. Et qu'est-ce que tu vas leur foutre, les Gallows Anderson à côté, quoi. Là, ça m'a un peu sorti du truc, je t'avouerai. Allez, on continue. On continue avec un tag team match, puisqu'on va avoir les FTR, les anciens Revival,
accompagnés de leur manager Tully Blanchard, mais qui vont affronter les Jurassic Express, Luchasaurus, Jungle Boy et Marco Stunt. Dans un match qui déjà il se tourne autour pareil, ça fait tu vois plusieurs mercredis qu'il y avait différentes choses, ou des 1 contre 1, ou des tag teams et des choses comme ça. Tully Blanchard avait promis qu'il allait retourner dans le ring à 67 ans. Ça faisait 14 ans qu'il n'avait pas lutté. Et il est même venu sur le ring avec une vieille ceinture old school US. C'était assez, voilà, petit détail au passage. Voilà, je rappelle, c'est un des Four Horsemen. Match assez étrange parce que avec la présence quand même de ce monsieur de 67 ans, on s'inquiète un peu de qu'est-ce qu'il va pouvoir donner. Et bah franchement, à 67 ans, le Tully Blanchard, il m'a un peu soufflé par moment, quoi. Elle est beau reste, hein. Un match de 11 minutes 20 quand même. Et même si les jeunes ont fait le boulot pour la plupart, Tully Blanchard a bel et bien tenu son rôle. Il va même y avoir finalement une victoire, puisqu'après, c'est au bout de ces 11 minutes 20, c'est les FTR et Tully Blanchard qui vont remporter le match face au Jurassic Express. Alors bon, grosse déception pour moi, pour le Luchasaurus, quoi. Parce qu'en plus, il va prendre cher. Les FTR, ils vont réussir à coller. Il va y avoir un problème avec le caméraman, en fait. Les Jurassic Express, ils étaient en train un peu de dominer, quoi. Et il y a le caméraman qui va se mettre à frapper Jungle Boy et après Luchasaurus. Les FTR, du coup, ils vont en profiter. Ils vont coller leur Spike Pile Driver au Luchasaurus. Puis, ils vont laisser Tully Blanchard lui-même faire le compte de 3, quoi. Derrière, le caméraman, il va retirer son pull et son masque. On va se rendre compte qu'en fait, c'était Shawn Spears, ce Perfect 10, ex-Ty Dillinger. Et du coup, il y a Arn Anderson qui arrive aussi par le tunnel et qui va faire un petit signe 4 de la main à Blanchard et à Dillon qui vont lui répondre avec le même geste. Voilà, victoire des FTR et de l'ancêtre. Alors là, papy, là, tu vois, là, on est avec un papy de tous les papys, le Tully Blanchard. Ouais, et je l'ai trouvé pas mal, effectivement, Tully Blanchard. Je trouvais qu'il a bien tenu son rôle. Le match se laissait regarder. Et donc voilà, c'était plutôt pas mal. Effectivement, on peut être un peu déçu de ne pas voir le Luchasaurus gagner pour une fois qu'il catch, j'ai envie de dire. C'est quand même dommage. Mais en plus, il prend le tombé, non? Ou c'est le. Si, je crois que c'est lui qui prend le tombé en plus. Bref, Ouais, il c'est me semble bien, pas. ouais. Forcément pas de chance pour lui. Effectivement, c'est le retour de Shawn Spears. Alors moi, j'avais lu comme quoi il était sur le point de partir. Manifestement, il est toujours là. Il avait un regard un peu vide, mais il était toujours là, Shawn Spears. Bon, tant mieux pour lui. Moi, comme ça, il s'occupe un peu. Voilà, allez, on repasse à Tony Schiavone qui est sur le ring pour accueillir le deuxième coup de la soirée et encore un coup de taille et de poids, puisque Tony Schiavone va donc accueillir Paul White, le Big Show, arborant un t-shirt No More BS. Paul White, il va nous dire que Who saw this turn coming? Référence à ses 2 millionièmes c'est 2 millions de turns à la WWE. Et il est là en fait pour faire la promotion du 3e show de la All Elite Wrestling qui va s'appeler Elevation, qui va être finalement un peu le show de développement des jeunes talents du côté de la All Elite Wrestling, tout simplement ça. Hein. Après, il va nous teaser Revolution qui arrive et il va nous expliquer qu'il va se passer quelque chose à Revolution, car l'AEW a signé un futur Hall of Famer que l'on verra dimanche pendant le pay-per-view. Alors, papy, plein d'infos là en fait sur un petit segment, mais Paul White, le Big Show, est à la All Wrestling et en plus il nous annonce qu'il va y avoir encore un gros nom qui va débarquer. Qu'est-ce que ça t'a inspiré? Ouais, alors j'étais pas. C'est leur début, hein, Paul White et Schiavone en duo, même s'ils se connaissent d'il y a bien longtemps. Oh oui. Du coup, j'ai trouvé qu'il n'y a pas une énorme dynamique entre les deux. Enfin, ils se marchaient beaucoup sur les pieds, donc je pense que c'est un truc qui va se roder. Donc ce segment-là, je l'ai pas trouvé exceptionnel, voire même pas terrible. Après la surprise de dimanche, bah, on en a pas parlé sur le Discord. On peut imaginer plein de noms. C'est vrai que j'imagine bien un Christian débarquer à la l'AEW, vu qu'il a montré qu'il était capable de catcher de nouveau. Et que même que manifestement il n'est pas dans l'histoire de Edge pour WrestleMania, donc il va peut-être débarquer du coup à la fête des concurrentes, surtout que lui il avait déjà été à la TNA en son temps, donc
il a déjà bourlingué, quoi, le Christian. Donc, et pour le coup, je pense que c'est un futur Hall of Famer, hein, sans souci. Donc voilà, donc je mets la piécette là-dessus. On verra bien dimanche si on a une plus grosse encore surprise que le Christian, mais ça serait déjà pas mal, je pense, pour l'AEW d'avoir un mec de ce niveau-là, hein. Ouais, allez, on enchaîne. On T'as va une avoir idée, la toi, de la finale. surprise? T'as une pièce? Moi, alors là, une pièce sur la surprise. Alors là, écoute, il y en aurait plein. CM Punk, l'Undertaker, Hulk Hogan, Kurt Angle, Christian, Brock Lesnar. Franchement, je veux même pas me lancer dans un pronostic là-dessus parce que ça me Oh, paraît. t'es pas drôle, attends, allez. Oh, On a je, eu, je un- voudrais. Alors, on a eu un je te petit laisse encore. sondage. On a eu un petit sondage sur le Twitter. Tu Hum. vois, avec 4 propositions. Les propositions, c'était Hogan, Angle, Lesnar, Christian. Nos tweetos, ils nous ont mis 50% Lesnar, 25% Kurt Angle, 16% Christian et 8% Hulk Hogan. Très bien. Et ben tout à l'heure, on fera les pronos pour dimanche. Et ben je veux que d'ici là, tu me trouves ton prono à toi sur l'annonce de dimanche. D'accord. Et écoute, j'ai encore quelques minutes pour y réfléchir. Profites-en. Allez, on continue parce que là, on va avoir un nouveau match. On va avoir la division féminine, la finale de la AEW Women's. Alors, entre la championne, excusez-moi, la championne, j'ai n'importe quoi. C'est la finale entre les deux filles qui sont arrivées au bout du tournoi, puisque la All Elite Wrestling a organisé un tournoi féminin avec un côté du bracket qui est Japon, un autre côté du bracket qui est Amérique du Nord. Ça nous a donné deux finalistes. Côté japonais, c'est Ryo Mizunami qui est qualifié, et du côté américain, c'est Nyla Rose, toujours attaquée de Vicky, accompagné par Vicky Guerrero. Voilà, match annoncé depuis un moment, hein, qu'on attendait, puisque derrière, ça sera Hikaru Shida qui affrontera le vainqueur de ce match pour Revolution dimanche. Et bon, on va avoir un match assez long, hein, l'un des matchs les plus longs peut-être que j'ai vu à la All Elite Wrestling, un match de 12 minutes 48, avec une japonaise avec un centre de gravité très bas, cheveux courts, malgré un visage assez impassible et assez fermé, très agressive. Mais comme Nyla Rose à ce niveau-là, elle donne pas sa part au chien non plus. Du coup, ça a donné un combat finalement assez peu habituel à la All Elite Wrestling. Même si Nyla Rose est quand même là assez régulièrement. J'ai été un peu surpris après ce qu'on avait eu avec Jet Cargill et Red Velvet. Bah, finalement, ils nous offraient un match féminin complètement différent. Et ça nous donne 13 minutes. Et puis, totale découverte, hein, de ma part, hein, je te le dis tout de suite, papy, Ryo Mizunami, je n'en avais jamais entendu parler. Je n'avais pas suivi le bracket japonais. Donc, je ne connaissais pas du tout cette catcheuse, cette Joshi. Et je l'ai découvert comme les autres, quoi. Bon, Nyla Rose, elle va quand même pas se laisser emmerder trop longtemps. Elle va quand même porter son Death Valley Driver. Elle va vouloir coller une Beast Bomb, ça va pas marcher. La japonaise va réussir à lui coller une Exploder quand même. Je trouvais ça pas mal. Ça part sur le poteau. Rose a réussi à passer une Superplex. Là, on se dit que Mizunami, elle est vraiment dans la demeure. Et ben non, parce qu'elle va coller une German Suplex et une Leg Drop. 1, 2, 3, victoire de la japonaise, victoire de Ryo Mizunami. Shida va monter sur le ring pour venir défier sa nouvelle challengeuse, et les deux vont pas perdre beaucoup de temps après s'être légèrement salués à se coller des bonnes gifles, mon papy. Bam, dans la gueule. Et oui, et des bonnes gifles, et c'est au moment où ils se sont foutus des gifles que la championne Shida a enfin souri. Je trouvais qu'elle faisait la gueule depuis le début. Elle sourit jamais, cette fille-là, mais en fait, elle s'est mise à sourire au moment où il se foutait des claques dans la gueule. Elle avait besoin de. C'est ça, ce qui l'a débloqué, c'était ce moment-là, en fait. Là, elle a pris du plaisir en se foutant des claques dans la gueule avec sa copine japonaise. Ouais, c'était un match plutôt sympa, je trouvais, pour les filles, du coup, avec un match plutôt axé physique, mais qui, pour moi, est quand même largement meilleur que ce qu'on a l'habitude de voir à l'AEW au niveau des filles. C'est un vrai match de catch, pas un match extraordinaire, mais pour le coup, un vrai match avec bien séquencé, bien propre, avec quelques moves impressionnants. Enfin, moi, je trouve que là, ils ont fait plutôt du bon travail à ce niveau-là. Et ben moi aussi, deuxième bonne surprise, de catch féminin de la soirée dans ce All Elite Wrestling. Du coup, ça m'a hypé pour le Shida Mizunami. Donc, écoute, opération réussie, et c'est tellement rare depuis la création de la All Elite Wrestling, pour ma part en tout cas,
que c'était plutôt agréable d'avoir 2 matchs féminins plutôt sympas, quoi. Allez, on retrouve Tony Schiavone en interview. Cette fois, il reçoit Sting. Alors, qui arrive sous la neige, hein, comme d'habitude, avant son match de Revolution, puisque oui, vous l'avez bien entendu, 61 ans, Sting va remonter sur le ring en tag team, accompagné de Darby Allin pour affronter la Team Taz, avec Ricky Starks et The Machine, Brian Cage. Et donc Sting est là tout simplement pour venir hyper Revolution. Voilà, il nous explique qu'il est prêt pour le Street Fight. Là-dessus, il y a Ricky Starks qui va avoir l'immense honneur de venir l'interrompre pour lui expliquer qu'il est plus une icône et pour lui mettre une claque dans la gueule. Sting, il va répondre avec du strike à gogo. Il va lui coller son Stinger Splash puis son Scorpion Deathlock. Ça rigole pas, le Sting. Hein. La Team Taz, du coup, va devoir venir en aide à Starks, quoi. Et Brian Cage, il est tout proche, tout pas loin de pouvoir recoller une powerbomb à Sting, mais Darby Allin va venir empêcher tout ce bordel, et finalement, ça va se terminer avec Sting qui porte son Stinger Splash une ultime fois sur Brian Cage. Papy, là, je pense que, au vu de l'âge de nos artères, voir un Sting se comporter tel qu'il se comporte, et mercredi dernier, déjà, il a eu de grosses interactions physiques. Là, on se dit, waouh, respect, mec, quand même. Respect, mais je m'en fous. Désolé, ça, mais ça, c'est 2 choses différentes. 2 salles, 2 ambiances. Respect, mais je m'en fous totalement. J'arrive toujours pas du tout à accrocher cette histoire de Sting qui arrive avec Darby Allin et Cage et machin. Et en fait, non, ça m'intéresse absolument pas. Alors, moi, ce que je trouve embêtant, en fait, dans cette rivalité, c'est pas tant le fait de Sting, etc. Ce qui m'embête, en fait, c'est le positionnement de Darby Allin. C'est-à-dire que Darby Allin est champion TNT et ne défend pas, ou quasiment pas, son titre de champion. Et ça, c'est assez... voilà, c'est bien, c'est chouette. J'imagine que lui, il doit avoir des yeux... les étoiles plein les yeux en rendu. Et parce que même la Team Taz, en fait, il va casser la gueule à Sting, mais finalement, Darby Allin, il est quasiment accessoire dans l'affaire. Quoi. Il y a le skater qui vient nous emmerder, là, tu vois. C'est pour ça que je suis d'accord avec toi. C'est... Cette rivalité, en fait, elle a des mois que ça dure parce que la dernière fois, et bon, on ne rend pas ce que ça apporte. Hein. Moi, ça n'a aucun intérêt. Je pense que c'est ce qui écrit le mieux ma réaction face à ces segments. Allez, on retourne au ring, au recorder, qui voilà, qui est un peu en perdition, j'ai envie de dire, hein, et c'est un peu le mot presque facile à utiliser, puisque depuis que Brody Lee n'est plus là, ils sont plus ou moins passés face. On a du mal à les booker. Ils essayent de recruter Adam Eggman Page, qui est là sans être véritablement là. Et ce soir, ils vont avoir droit quand même le 10 de Dark Order face à Max Caster, qui est un des membres de l'équipe The Acclaim, vont avoir un shot, puisque celui qui gagnera le match va tout simplement rejoindre le Face of the Revolution Ladder match qui se déroulera dimanche. Donc c'est un match de qualification, donc pas un match pour du peur. On va avoir un match de 9 minutes. Alors le Dark Order, ce qui est bien, c'est qu'ils viennent toujours en groupe, etc. Et que d'entrée sous le petit tronc, il y a de l'ambiance, etc. On peut noter la présence du fils de Brody Lee, Negative One, qui vient et qui accompagne les catcheurs un peu, voilà, avec les yeux d'un enfant. Qui est le chef du Dark Order, d'ailleurs. Comment ? Qui est le chef du Dark Order, si j'ai bien compris. Qui est pas le chef, mais une espèce de leader spirituel. Je ne sais pas trop comment l'expliquer. Alors, ce match entre Matt Caster et le Ten, c'est un match qui est là tout simplement pour builder la Casino Battle Royale qui va avoir lieu à Evolution dimanche. Un match qui va durer 9 minutes. J'aime bien Ten, en fait. J'aime bien Ten et je le trouve assez impressionnant. Et je trouve qu'il a du potentiel, ce garçon. Je suis curieux de voir un peu ce qu'il va donner sur la suite. Max Caster, ça doit être la 3e fois que je le vois catcher. Je l'ai vu une fois contre les Young Bucks parce qu'il avait eu un title shot avec The Acclaim. Et donc, c'est un catcheur que je connais très très peu.
C'est un match où il va y avoir des interventions, puisqu'on va avoir Jack Evans qui va sortir de sous le ring pour venir frapper Ten. Caster va en profiter de cette intervention et qui va faire le compte de 3 pour la victoire, pour se qualifier pour le Face of the Revolution, pour le ladder match. Derrière, on va voir Matt Hardy qui va remettre une enveloppe de cash à Jack Evans. Donc Matt Hardy, c'est un peu son nouveau personnage aussi à la EW. Il se comporte comme un manager plein de thunes. Voilà, qu'est-ce que tu as pensé de ce truc, mon papy? Ouais, bah c'est. Malheureusement, en fait, plus on approche de la fin du show, plus j'ai l'impression qu'ils mettent des matchs les moins intéressants, en fait. Et effectivement, je trouve qu'il a un bon physique, le Ten, mais bah, du coup, le match, il est pourri par l'intervention. Puis bah voilà, quoi, c'est le mec dont on retient pas le nom qui est qualifié. Puis voilà, je sais pas quoi dire d'autre. C'est pas passionnant. Ouais. Après, en plus, on va avoir une promo de Miro. Ah oui, Voilà, qui lui aussi build son match, parce que c'est quand même le Go Home de Revolution. Donc, Miro, il est là pour builder son match de ce week-end. Quoi. Il va avoir un tag team match face aux Best Friends. Et il sera ensuite, même pas à Revolution, je crois, en plus. Amiro sera une espèce de pré-show, je sais pas quoi. Il y sera même pas, je crois, si j'ai bien compris. sera pas Revolution. Ah, si, je crois qu'il est sur la carte. Attends, je vérifie ça tout de suite là, parce que du coup, tu me mets un doute. Tu me mets un doute et tu me mets un doute certainement justifié, j'ai l'impression. Moi, j'ai compris qu'il Ah était dans non, une non, espèce non, de pré-show. non, il est bien sur la carte. Kip Sabian Miro versus Orange Cassidy et Chuck Taylor. Bon, j'ai rien dit, mais j'ai l'impression qu'il était sur un pré-show, moi, mais bon, j'ai peut-être mal compris. Ouais, si, il est sur la carte. Il est bien sur la carte. Allez, main event. Heyman Page et John Silver des Dark Order affrontent Matt Hardy et Mark Quinn des Private Party. Alors voilà, on est toujours dans l'affaire du Dark Order qui essaye de pécho Adam Page. Celui-ci là devient de plus en plus pote quand même avec John Silver, il faut bien le dire. Et ça va être le main event, ce match-là, ça va être le tag team match. Alors il y a une rivalité entre Matt Hardy et Adam Page depuis plusieurs semaines. Il y a eu des affaires de gros sous, il y a eu des affaires d'arnaque de contrat. Matt Hardy est en train d'essayer de vouloir la mettre à l'envers à Adam Page. Ils doivent se rencontrer à Revolution pour un big money match où celui qui gagnera obtiendra, je crois, un truc comme 30% des revenus de l'autre. Donc un truc de salopard, quoi. Un truc de capitaliste. Et de néolibéral pas joli qui veut piquer les sous à Adam Page. Et on va avoir un match de 11 minutes. Bon match de tag team, plutôt sympa, quoi, plutôt enlevé. Même si Matt Hardy, pour moi, reste vraiment un vrai problème dans le ring dorénavant. Donc c'est quasiment une preview du Hardy versus Page de dimanche, à l'exception de la présence de Quen et John Silver. Ça va se terminer avec Silver qui va coller une German suplex, Page qui va placer son gros lariat et qui va faire le tomber sur Mark Quen en regardant Hardy d'un air très méchant. Le show va se terminer avec Hardy qui va venir attaquer à nouveau Page et Silver. Le Dark Order va débarquer dans le ring. Ensuite, le Butcher and the Blade. Et ensuite, quasiment tout le roster qui est impliqué, entre autres, dans la Casino Battle Royale, va débarquer. Et là, mon papy, j'ai pensé à toi pendant ce segment. Je me suis dit, si jamais on fait une baston du mercredi avec le papy, là, on a eu une vraie bagarre générale pour terminer un show de catch. Voilà. Finalement, moi, je trouve que c'est chaque Go Home de Raw ou de SmackDown devrait terminer comme ça quand c'est le Royal Rumble. Rien de tel qu'une grosse baston avec 30 catcheurs dans le ring. Avec d'ailleurs, on voit en arrière-plan, il y a le Negative One, le gamin qui se tient la tête à deux mains, qui voit les mecs sortir des deux tunnels dans tous les sens, les faces, les heels. Tout le monde y va pour sa joyeuseté. Mon papy, ainsi se termine ce main event. Ouais, alors je vais. Encore une fois, c'est un match, je comprends pas pourquoi ils se retrouvent en main event avec ces gars-là. Je suis un peu étonné que comme choix de main event. Et effectivement, ils se terminent en grosse baston, ce qui aide à booker la Casino Battle Royale Tag Team, je sais pas quoi, mais qui me semble pas être le plus gros match de la soirée. Il est pas censé avoir un main event à Revolution avec un champion du monde, un Moxley. Il faisait quoi? Il était en vacances. Il voulait pas venir au Gom Show. Ils se sont dit, tiens, c'est un Gom Show, et ben on va pas venir. Alors, Ouais. Alors
Voilà, le match en lui-même est pas mauvais, mais tu vois, ça m'a perturbé, tu vois, de me dire, mais jamais ils vont venir les patrons là. Bah On a ouais. tous les seconds couteaux de la Battle Royale qui viennent. Alors effectivement, je suis d'accord avec toi, ça build bien une Battle Royale, mais tu vois, c'est pas comme si tu vois le Rumble quand c'est le Rumble match, le main event. C'est ça le match le plus important. Donc que ça se finisse en baston générale, effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est indispensable. Et quand c'est pas fait, ça manque. Mais là, ce match-là, Casino Battle Royale, pour avoir des challengers au titre tag team, c'est pas, enfin pour moi, je vois pas ça vraiment comme le méga haut de la carte, quoi. Ou alors je me trompe, hein, peut-être. Hein. Peut-être que c'est vraiment un truc particulier à ce pay-per-view qui sera le main event, mais voilà, moi je suis très étonné de pas avoir vu du tout. Alors on a eu un petit segment vidéo, package vidéo qui racontait l'historique des matchs deathmatch explosifs là, mais c'était soft à ce niveau-là, non? Alors écoute, je te rejoins sur un point, en fait, c'est-à-dire que, sur le coup, moi, je me suis demandé si mon stream avait pas un problème. Je me suis dit, mais c'est pas la fin du show là, c'est pas possible. Ça, c'est un match de mid-card, c'est un match de remplissage, c'est un match pour vendre la Casino Battle Royale. Mais il va se passer un truc au main event là, il va y avoir des promos, il va y avoir des trucs. Et Kenny Omega, John Moxley, là, il va se passer quoi là? Je crois qu'ils ont à peine parlé, il y a dû avoir un ou deux passages, voilà, quelques vidéos package au cours de l'épisode. Mais globalement, absence totale des main eventers. Et, et donc, si tu veux, le match tag team en lui-même, il mangeait pas de pain, il était sympatoche, quoi. Voilà. Bon, moi, Matardi dans le ring, je peux plus, mais à part ça, ça passe, quoi. Et puis, bah, cette bagarre qui m'a rempli d'aise. Voilà, une bonne baston. Et là-dessus, si tu veux, moi, je m'attendais à un main event. Et Bah là, oui. fin. The end. Ah merde. Ah, c'est la fin. Ah, ça se termine comme ça. Ah bah d'accord. Bon bah ok, bah terminé alors. Alors, Donc il me semble qu'ils ont fait un show post Dynamite où justement il y avait Moxley enfin j'ai pas regardé du coup hein, parce que je l'ai pas, mais il me semble qu'ils ont dû faire un show post Dynamite où ils ont vendu le match. Mais je trouve ça dommage ouais, de pas le vendre pendant le show. C'est quand même dommage. ouais. Enfin voilà, ainsi s'achève ce AEW Dynamite, le 75e du nom. Mon papy, nous allons passer à la séance de vote. Avant, je vais donner les ratings pour t'informer tout de même, mon papy, que AEW a largement gagné la guerre des ratings, hein, Le chacun. du 934 000 grosso merdo, et alors que NXT, lui, j'ai plus le chiffre en tête exact, je crois qu'ils ont plafonné dans les 750, 760 000. Voilà, loin quand même derrière. La deuxième information que je voulais donner, c'était que NXT a donc annoncé cette semaine qu'ils vont vraisemblablement changer de jour de diffusion après WrestleMania 37 et qu'ils passeraient au mardi soir. Et voilà la dernière info. Dorénavant, mon papy, tu es libre de ton vote dans cette baston. Ouais, alors je suis un peu embêté parce que d'un point de vue catchesque, j'ai trouvé AEW meilleur. Parce que autant NXT, moi j'ai bien aimé finalement le title shot fait de tag team féminin. J'ai trouvé que c'était un bon match et il était plutôt, il mettait bien en valeur en fait cette ceinture-là. Et le reste était un peu en dessous, je trouvais. Et puis effectivement tout le passage Gargano était pas passionnant. Et tandis que les W, notamment effectivement comme tu l'as souligné, tous les passages avec les filles étaient plutôt sympas en fait. Donc à la fois la finale du tournoi et aussi le match mixte. Donc, tu vois, je me dis, il y a un poil plus de trucs sympas côté IW que NXT. Par contre, ce qui m'embête côté IW, et ce qui fait du coup, qui va m'aider à rendre ma décision, c'est que c'était un go-home show de pay-per-view et ils n'ont pas vendu le main event, enfin, ou alors quasiment pas, quoi. Et là, ça m'embête gravement, quoi. Donc, du coup, je vais mettre match nul entre les deux parce que je vais pas non plus donner victoire à NXT parce que pour moi, ils méritent pas la victoire. Mais voilà, c'est vraiment parce que c'était un gobe show. Ça aurait pas été un gobe show, j'aurais donné victoire à IW sans souci. Là, c'est un gobe show et je trouve qu'il a pas fait son taf, du moins pas jusqu'au bout. Et donc, je suis un peu déçu à ce niveau-là et donc je donne match nul. Ok, donc c'est moi qui vais trancher. J'ai trouvé le main event de NXT très bon. Mais NXT, voilà, il y a plein de trucs qui m'ont emmerdé. Cameron Grimes m'intéresse pas. Tout le truc autour de Gargano, ça m'intéresse pas. Là, les Legado del Fantasma, voilà, j'ai du mal à comprendre Santos Escobar avec l'histoire de Karrion Cross.
voilà, ça manque beaucoup de powerhouse. Ça m'a pas. Voilà, ils ont réussi à me hyper sur le fait que voilà, je regarderai la semaine prochaine sans aucun problème parce qu'il y a 2 matchs de championnat en jeu et que ça, c'est sympa et tout ça. Mais j'ai pas eu l'étonnement que j'ai eu à la Week Wrestling parce que vraiment l'arrivée du Shaq, la promo du Big Show, la présence du Sting, plusieurs matchs de plutôt bonne qualité. Des trucs qui, je trouvais, jusqu'à présent, vendaient très bien le pay-per-view. Et puis, effectivement, il y a cette mauvaise note avec ce main event et ce tag team match qui vend la Casino Battle Royale, mais en aucun cas les main eventers. Donc, on va pas revenir sur tout ce qu'on vous a déjà dit, peuple de catch-up. Mais je me suis plus éclaté. Il y avait plus de surprises, je me suis plus éclaté à la Elite Wrestling. C'était, pour moi, un épisode de NXT assez convenu, finalement. Et comme tu l'as dit, je vais revenir à ce que tu as dit il y a très longtemps de ça, c'est que effectivement, le main event, les matchs Finn Balor, Kyle O'Reilly, Strong, Cole, etc., tout ça, c'est interchangeable. Et que finalement, quand on en a vu un, c'est vrai qu'on en a peut-être vu 2 ou 3 aussi, quoi. Donc moi, je vais donner un point ferme pour mon vote et je vais donner mon point à la All Elite Wrestling. Voilà mon papy, ainsi se termine et s'achève cette baston du mercredi. Victoire de la All Elite Wrestling. Bravo. Dans notre saison 2, ça nous fait donc un 2-1 pour la All Elite Wrestling. Ça nous fait donc 9 victoires au général pour la All Elite Wrestling. 7 victoires pour la NXT et 3 matchs nuls. Voilà, le catch-up a été longue, dure, difficile, mais on est au bout. Vous allez pouvoir, vous aussi, voter, puisque vous avez la possibilité de voter pour cette baston, puisque vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram, sur YouTube. Laissez-nous des commentaires, faites-nous du fact-checking, actionnez la cloche et laissez-nous des likes. Et bien sûr, sur toutes les bonnes plateformes de podcast, Aosha, Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, j'en perds ma voix. Voilà, je crois que je suis complet. Mon papy, merci beaucoup à toi d'être venu. Les pronos de... mais ça y est, mais moi je vous ai fait la promo alors que vous voyez là, ça y est. Mais oui, les promos de l'abolition. Bon, en plus, je vous les promets au début, et moi je me lance dans la promo, quoi. Comme ça, elle sera faite. On n'aura pas besoin d'y revenir. Voilà, on pourra finir par les pronos. On dira juste catchup.lepodcast.fr. C'était le dernier que j'avais pas cité. Voilà, la promo, elle est faite. Allez, on passe à autre chose, on passe au prono de Revolution. On enchaîne sur la IW Dynamite. Ça tombe bien. Papy, j'ai la carte sous les yeux. On va essayer d'être concis, d'être précis, d'être rapide. On va attaquer directement avec le buy-in, le pré-show. Thunder Rosa et Rio, un match de tag team féminin. Thunder Rosa et Rio, ex-championne AEW, versus Britt Baker et Reba. Je sais que tu le regarderas pas, mais tu peux le expliquer. Je veux dire Rio et Bidule. Ok, moi aussi. Thunder Rosa et Rio, pareil. Alors, ensuite, alors là j'ai la carte dans le mauvais sens. Alors voilà, on va faire ça comme ça. Le Casino Tag Team Royal, qui va donc donner à l'équipe qui va gagner cette espèce de gros Rumble, auront un title shot pour les titres par équipe. Number 1 contender. Alors là, il y a du monde. Il y a les Burr Country. Il y a le Dark Order avec John Silver, Alex Reynolds, mais il y a aussi Evil Uno et Stu Grayson. Il y a Santana et Ortiz, il y a Butcher and the Blade, il y a les Private Party, il y a Top Flight et il y a, je crois, 5 équipes mystères. Donc, mon papy, un prono. Ça va être compliqué. Ouais, alors t'as dit qu'il y avait Pac et... Il y a Pac et Ray Phoenix, oui, Pac et Ray Phoenix. J'allais dire, ce qui me semble, j'espère qu'ils sont dedans quand même. Donc, il me semble favori logique. Après, est-ce qu'ils sont pas trop favoris pour gagner? Si, allez, je vais donner Pac et Phoenix parce que quand même, c'est une belle équipe et ils mériteraient d'être tout en haut de l'affiche. Alors, écoute, moi, ça me brancherait bien aussi de mettre mais il y a Santana et Ortiz qui me paraissent bien dangereux. Peut-être aussi un membre des... C'est ouvert, hein, parce qu'il y a peut-être aussi l'équipe des Dark Order qui, en ce moment, sur l'émotion, peut remporter un truc comme ça et obtenir un title shot. Ça serait pas déconnant. Et il y a l'équipe des jeunes que j'aime bien, les Top Flight, Darius et Dante Martin,
qui me paraît super dangereux, super over, et ça serait peut-être la surprise. Donc je vais mettre une cote sur la jeunesse et je vais donner la victoire au Top Flight. Très bien, voilà. On n'est pas d'accord tout de suite. D'entrée, baston oblige. Allez, tag team match. Kip Sabian et Miro, on en parlait précédemment, versus Orange Cassidy et Chuck Taylor. Oh, Trent est blessé, donc voilà, les best friends, c'est Orange Cassidy et Chuck Taylor. oh là, j'en sais rien. Je vais donner, tiens, je pense que Miro est parti dans un truc de loose, donc du coup, je vais donner Cassidy en vainqueur. Ok. Moi, je vais donner Miro. Bah voilà. Allez, là, le match pour le number one contender du TNT Championship qui va jouer dans un match Face of the Revolution ladder match. Alors là, il y a du monde, mais il y a encore du monde à déterminer puisqu'il y aura de toute façon d'office Cody Rhodes, Penta L0M, Scorpio Sky, Lance Archer, Max Caster qui s'est donc qualifié à Dynamite et 1 à 2 catcheurs mystères. Ouais, je me demande si c'est pas un des catcheurs mystères qui a gagné en fait. Parce que malheureusement, parmi tous ces participants-là, j'en vois aucun qui sera entre guillemets intéressant à faire affronter pour comment il s'appelle le champion? Darby Allin. Enfin, je vois, en tout cas, enfin, moi je vois Cody Rhodes, mais il l'a déjà affronté, puis il a déjà jobé suffisamment pour Darby Allin. Donc, puis les autres, enfin, je vois pas Lance Archer jobber pour Darby Allin, faut pas déconner non plus, quoi. Donc, je vois bien une des surprises, un des entrants surprises gagner. Et voilà. Ok. Eh ben écoute, moi je vais mettre une pièce sur Lance Archer qui j'espère après ira démembrer Darby Allin Ah bah oui, s'il gagne, faut qu'il le tue derrière, hein. pour que voilà, faut un meurtre à Dynamite parce que moi je veux voir Lance Archer avec une ceinture, enfin je veux voir Lance Archer très haut, #push Lance Archer comme #push Luchasaurus aussi, mais j'aurais bien aimé d'ailleurs que Luchasaurus participe à ce combat-là, ça m'aurait bien plu. Donc moi je vais donner Lance Archer, c'est vraiment un prono du cœur pour le coup, mais voilà, moi ça sera pour Lance Archer, pour le Monster. Allez, AEW Women's Championship, single match. Hikaru Shida qui va donc rencontrer Ryo Mizunami qui a gagné le tournoi. Papy, un match nippo-japonais. Voilà. Bah, je pense que c'est Shida qui a gagné parce que je sais pas prononcer le nom de l'autre fille. Et donc, ça sera plus simple comme ça pour moi. Mais elle m'a fait une impression sympathique, l'autre fille. Franchement, je suis plutôt content. Je suis impatient de voir ce match-là, tu vois, pour une fois. Ryo Mizunami, eh ben écoute, moi, elle m'a convaincu en tout cas sur le match face à Nyla Rose. Et je pense qu'on va avoir un match en plus entre deux japonaises en général. Bon, ça rigole rarement. Donc l'impression a plutôt été bonne sur ce Dynamite. Ça a été, voilà, comme je l'ai dit, hein, ce Dynamite aussi, si je lui ai donné mon point, c'est aussi parce que le fait que pour une fois, il y avait deux matchs féminins, deux parties féminines qui tenaient la route. Et moi, comme toi aussi, je vais donner la championne, par contre, qui va conserver. Pour moi, Hikaru Shida va continuer son règne et j'espère qu'elle va avoir de la concurrence à l'avenir. Allez, on passe au Big Money Match. Donc, le gagnant remportera 30% du salaire de son adversaire pour le premier trimestre de l'année 2021. On est précis. Matt Hardy versus Adam Page, papy. On va espérer Adam Page, parce qu'effectivement, je suis comme toi, Matt Hardy, je veux plus le voir catcher. Donc, on va Adam Page. Par contre, je suis déprimé de le voir aussi bas dans la carte. Donc, j'espère qu'il va gagner pour au moins relancer un peu son histoire, quoi. Alors, me concernant, c'est un peu compliqué parce que je ne sais pas dans quel ordre, à part l'opener qui a été annoncé, dont on va parler après, sinon tout le reste de la carte, je ne sais pas dans quel ordre ça va être mis. Si Matt Hardy versus Adam Page, ça se passe avant le Face of the Revolution, bah moi je donnerais bien une victoire de Matt Hardy et Adam Page qui rentre dans le Face of the Revolution, dans les 1 Ah ou oui, pas bête. Donc, je vais tenter cette cote-là. Voilà, je le fais un peu à l'impro, voilà, sans savoir quelle va être sa place sur la carte. Effectivement, si ça se joue après le Face of Revolution, moi aussi, comme toi, j'aurais tendance à mettre Adam Page. Mais je vais tenter la carte, ça sera avant Face of the Revolution, et je vais donner donc vainqueur Matt Hardy. Même si ça me désole de mettre Matt Hardy vainqueur, je le dis au passage. Allez, ce qui va Street Fight. Le tag team match avec Sting donc et Darby Allin pour affronter Brian Cage et Ricky Starks. La team Taz, Patrick. Est-ce que tu es plutôt team ou team It's Sting?
Ah ouais, j'aurais bien un team match nul, mais malheureusement, il n'y en aura pas. Donc, bon, on va dire que ça va être Sting et Darby Allin parce que ils vont suffisamment truquer le match enfin, truquer, c'est-à-dire arranger le match pour que ça paraisse Sting fort et que ça lui fasse une belle victoire pour son retour dans le ring. Ouais, bah écoute, ouais, moi je vais donner Sting et Darby Allin de toute façon. Voilà. Même si je pense que la Team Taz va être au complet et ça va tricher dans tous les sens. Mais ils vont bien réussir à trouver, une solution. Alors tiens, je checkais Twitter, mon papy, en même temps, et le peuple de catch-up est complètement avec toi, puisque sur le match, le Big Money Match, il vote à 83% pour la victoire d'Adam Page et à 16% pour Matt Hardy. Donc là, Voilà, ils y connaissent, hein. ça se passe comme ça, hein, du côté du peuple de catch-up sur Twitter. Allez, le match qui va être l'opener. Attention, les Young Bucks affrontent Chris Jericho et MJF pour le AEW Tag Team Championship. Papy. Eh ben, je vais tenter la cote en donnant la victoire à Chris Jericho MJF. Pourquoi? Parce que je me dis que j'ai tellement été perturbé par les Good Brothers qui aidaient une équipe soi-disant face, alors que eux sont heal, qui vont forcément les trahir et que du coup, ça va donner la victoire à MJF et Chris Jericho. Voilà, voilà, je ne vois que ça pour rattraper ce truc qui me turlupine depuis perpète. Alors là, effectivement, tu tentes une grosse cote, hein, parce que selon le sondage Twitter, catch-up, Chris Jericho, c'est 12% et 87% pour les Young Bucks. Et Ouais, mais là, il peut plus faire de concert là, vu qu'il y a le Covid, donc autant qu'il continue à catcher. moi, je t'avoue que je vais suivre la la toute petite cote avec la certitude de la victoire des Young Bucks. Et je pense qu'ils vont conserver. Ça fait pas super longtemps qu'ils détiennent le titre. J'ai du mal à croire qu'ils le lâchent aussi vite. En plus, it took it personal. Voilà, ils ont attaqué le papa et je pense que ça va. Chris Jericho et MJF vont prendre cher dans cette affaire. Mais l'Inner Circle sera pas loin pour foutre le dawa dans ce match. Allez, on finit le dernier match de la carte, mon papy, le main event. Voilà, dont on a finalement si peu parlé pendant ce Dynamite. Et ben là, on en parle pour les pronos. L'AEW World Championship, Exploding Barbed Wire Deathmatch entre Kenny Omega et John Moxley. Ouais, et ben je sais pas où en est Ronnie Young de ses mois avant l'accouchement. Voilà, je trouve plus le terme, mais c'est pas grave. Mais je pense que c'est typiquement une stipulation qui peut permettre à Moxley de prendre un peu de vacances. Donc, on va dire Kenny Omega, même sans aucune passion, ça sera Kenny Omega pour permettre à Moxley de prendre un peu de repos. Alors, toujours sur Twitter, et ben écoute, c'est la victoire d'Omega à 69% et la défaite de Moxley, la victoire de Moxley, pardon, à 30%. Et moi, je t'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à mettre un nom sur le vainqueur de ce match. Mais moi, je vais tenter John Moxley. Je sais pas pourquoi. Ah ouais, grosse cote là. Ouais, je vais tenter John Moxley. Je vais tenter. Je sens que c'est une stipulation pour lui. Je le sens pas pour Omega, quoi. Je sens qu'Omega va se faire découper en mode steak haché. Je sais pas. Après, je vais te dire un truc. Ça va choquer les auditeurs, mais je sais même pas si j'ai envie de le voir ce match. La stipulation ne m'intéresse, mais vraiment pas. Moi, les deathmatch, tout ça, c'est pas ma cam. Le package vidéo donnait pas envie en tout cas en plus. Et Des vieilles images graves là, c'était tout pourri. ça va être compliqué. Je vais certainement le regarder, mais enfin, je sais pas encore. Enfin, je me pose encore des questions. Alors oui, je vais regarder le pay-per-view, donc du coup, je vais être chaud, je vais me lancer, tout ça. Mais voilà, je reconnais que je fais pas partie de la clientèle concernant les deathmatch et ces choses-là. On verra ce que ça va donner. Allez, je vais rester sur John Moxley. Allez, c'est parti. Ouais, disons, on n'est pas d'accord sur grand chose pour ce pay-per-view. Non, ça c'est bien, on aura l'occasion d'en rediscuter comme ça. Et alors, c'est qui alors l'invité surprise du Big Show, hein? Ah là là, bah alors là, ouais, la fameuse question, qui est ce fameux invité mystère? Eh ben écoute, j'ai eu un peu de temps pour essayer d'y réfléchir. Et moi, je vais tenter Kurt Angle. Voilà, Kurt Angle. Kurt Angle, ça m'étonnerait pas. Je sais pas pourquoi, je le sens bien comme ça. Il a déjà annoncé pas mal sur les réseaux sociaux qu'il était chaud pour catcher.
qu'il avait envie de revenir, que voilà ce qui s'était passé à la fin avec Corbin et compagnie, que normalement son Il est fils. déjà Hall of Famer, lui aussi, par contre. C'est pour ça que. Déjà Hall of Famer, ouais, c'est vrai, ouais. Ouais. Alors après, j'ai peut-être je t'ai dit un ou deux par catcheur mystère pour le Face of the Revolution. Il semblerait que ça serait qu'un. Je crois que c'est notre ami Ringside qui a mis un sondage où il propose, lui, Austin Aries, Marty Scurll, David Starr et Enzo Amore, tu vois, dans les entrées surprises Oh de ce match, quoi. Moi, je verrais bien Marty Scurll, mais après, on verra bien, pourquoi pas. Moi, allez, je verrais ou le Big Show, ouais. Paul Wright. Pas dans un ladder match, non. Ah bah si. Oh non, par pitié, non. Allez, je reste sur Kurt Angle. Très bien, voilà, comme ça on a tous nos pronos qui sont faits. Et Voilà, vous pourrez vous moquer de nous quand vous écouterez la review. Ah ouais, il y aura de quoi, ouais, c'est tout à fait possible. Alors j'en avais profité sur NXT pour qu'on soit tout à fait complet, de faire des petites prévisions, tu vois, pour le show de mercredi prochain, pour les 2 titres. Et pour l'instant, Yoshirai versus Storm, pour l'instant, on en est à 80% victoire de Shirai, tu vois, 20% victoire de Ah Storm. bah j'espère Et, vraiment. on s'est beaucoup plus accroché du côté masculin parce que Finn Balor, Adam Cole, tu vois, c'est 55% pour Finn Balor et 44% pour Adam Cole. Intéressant. Celui-là, il m'intéresse vraiment, ce match-là. Tu vois, autant le Yoshirai contre Storm, j'ai qu'une envie, c'est que la néo-zélandaise australienne se fasse massacrer la gueule. Autant le Baylor Cole, je suis vraiment, vraiment intéressé. Voilà, c'est sur ces belles paroles, peuple de catch-up, que cette fois, on va vous laisser. Comme ça, on vous épargne. L'autopromo, c'est déjà fait. Mon papy, je te remercie pour être venu te bastonner dans cette belle soirée. Bah, c'est toujours un plaisir de te mettre quelques coups de latte dans la gueule, en fait. Quelques stompes. Voilà, ça fait toujours plaisir. Allez, on se quitte là-dessus, peuple du catch-up. On vous souhaite un bon pay-per-view de Revolution de la Week Wrestling, qu'on espère qu'on pourra vous reviewer au cours de la semaine prochaine. En attendant, en ligne, vous avez l'Euro de cette semaine. À venir ce week-end, le SmackDown, un grand SmackDown qui va arriver, puisque je crois qu'il y a un cage match annoncé, un steel cage match entre Daniel Bryan et Jey Uso. Donc ça peut s'annoncer assez sympathique. Allez, peuple de catch-up, on vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. On vous fait des bisous, on vous fait des cordes à linge. Plein la face. Salut papy. Salut tonton et salut à tous. Salut peuple de catch-up. A little bit of the bubbly. That's undisputed. I'm better than you, and you know it. And we are NXT. War Games. Bon, Alistair, Craig, Giark, au rapport. Voilà, là, on va tous vous latter la tronche. C'est le jour de la baston.